Audrey Dussutour est directrice de recherche au CNRS. Elle mène des recherches de pointe sur les organismes unicellulaires qui lui ont valu d'être récompensée par de prestigieux prix scientifiques. Mercredi 30 avril 2025, la librairie Ombre Blanche recevait la biologiste à l'occasion de la parution chez Grasset de son récit entre histoire naturelle et science-fiction intitulé « Les champignons de l'apocalypse ». Bonne écoute. Donc Audrey Dussutour, vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialisée dans l'étude du comportement animal, notamment celui des fourmis et des blobs. Donc, et je citais au passage l'excellent documentaire de Jacques Mitch, donc, que l'on peut voir, et on peut vous y voir aussi d'ailleurs. Je rappelle que chez Grasset, dans la même collection que celle-ci, vous avez écrit un ouvrage avec Antoine Wistrach, donc, qui s'intitule « L'Odyssée des fourmis ». Alors peut-être, avant de commencer très rapidement autour de cet ouvrage et de vous laisser présenter donc ce que vous avez préparé pour nous, et puis ensuite passer aux questions. Je crois que dans ce livre, donc, les champignons occupent la meilleure place dans notre environnement. Alors, ils peuvent être destructeurs, ils peuvent être salvateurs. Ce sont des organismes qui recèlent de nombreux secrets. Alors, dans les champignons de l'Apocalypse, où vous mêlez aussi la fiction, on y reviendra, et la vulgarisation, vous proposez une exploration qui va de l'histoire naturelle en passant par la biologie et la mycologie, où l'on se rend compte que les champignons prennent beaucoup de place, voire même sont partout. On aura l'occasion, je crois, d'y revenir. Et souvent là où on ne les attend pas, où on ne les soupçonne pas, si je puis dire. Et pourtant, pourquoi donc, d'une part, vous êtes intéressé aux champignons, vous qui êtes une spécialiste donc du rapport à l'animal, et au fond, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre ? Alors, je me suis intéressée aux champignons parce que les champignons parasitent énormément d'êtres vivants, dont les fourmis. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur un champignon qui infectait une fourmi avec une collègue, Eniko. Et on a fait un petit projet sur les champignons parasites des fourmis. Et suite à la série, peut-être que vous avez vu, qui s'appelle Last of Us, qui est inspirée d'un champignon qui infecte des fourmis, un cordyceps, on s'est dit avec Mathieu Vidard, qui est donc le directeur de la collection, est-ce qu'on ne pourrait pas écrire un livre sur la manipulation du comportement animal par les champignons ? Et donc au départ, c'était un livre sur la manipulation du comportement animal. Un sujet dans lequel j'étais assez confortable. Et puis finalement, en faisant une revue de littérature, je me suis dit, mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ça, le parasitisme des champignons. Et du coup, j'ai décidé de le faire sur tous les êtres vivants. D'accord. Donc, je vais vous laisser donc présenter... Je vais me lever. Panorama, et moi, je vais me transporter un peu plus loin pour que tout le monde, comme on dit, ait accès à l'image. C'est à la mode, l'accès à l'image. Oui, alors je vais discuter pendant à peu près une quarantaine de minutes. Je ne vais pas vous spoiler le livre parce que j'ai quand même envie que vous le lisiez. Mais je vais vous parler surtout de champignons et je vais finalement présenter un petit peu plus de choses générales sur les champignons que l'on peut trouver dans le livre. Comme ça, vous aurez du bonus aujourd'hui. Alors, ce livre, il est inspiré donc de cette série, si vous ne l'avez pas vu, qui s'appelle Last of Us, qui est une dystopie. Et dans cette série, ils imaginent qu'un cordyceps, alors le cordyceps, c'est le champignon que vous voyez infecté sur cette fourmi-là, a contaminé les humains et créé une apocalypse de zombies. Alors, c'est pas très très réaliste dans la série, puisque vous voyez bien que le cordyceps dans la série ne ressemble pas du tout au cordyceps chez la fourmi, et aussi dans le type de comportement, ce n'est pas tout à fait réaliste. Et donc, dans le livre, j'ai préféré finalement être un peu plus proche de la réalité parce que finalement la réalité elle n'a rien à envier à la fiction et parfois elle est bien plus terrible que la fiction. Alors on va faire d'abord un petit historique sur les champignons. Alors les champignons, pendant très longtemps, jusqu'en 1969,
on a pensé que c'était des plantes. Alors pourquoi ? Parce que Aristote avait classé le vivant en 2 groupes, ceux qui bougent, les animaux, et ceux qui ne bougent pas, les plantes. Et à l'évidence, les champignons, ça bouge pas beaucoup, et donc il les avait mis dans les plantes. Mais les gens qui aimaient les plantes, ça les chiffonnait. Parce que pour eux, les champignons, c'était bizarre. Ils appelaient ça des plantes imparfaites, des plantes sans graines. Ils ne comprenaient pas comment apparaissaient les champignons. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ces formations, ça s'appelle des anneaux de fées. Parce que pendant longtemps, on en pensait aussi que les champignons, c'était de la génération spontanée et qu'ils apparaissaient juste quand il pleuvait. Que ça n'apparaissait de rien. Alors pourquoi, pendant si longtemps, on n'a pas compris ? Et en fait, c'est parce que les scientifiques, ils se posaient une question auquel ils n'arrivaient pas à répondre. C'était comment les champignons font des bébés. Et pendant vraiment très longtemps, jusqu'à fin du XVIIe, début du XVIIIe, personne ne comprenait comment les champignons se reproduisaient. Et en réalité, c'est parce qu'ils ne savaient pas identifier, vous voyez, cette petite poussière qu'on appelle les spores du champignon, parce qu'il a fallu attendre les avancées de la microscopie pour les voir, et voir le lien entre ces petites poussières et l'arrivée d'un mycélium, c'est ces petits filaments que vous voyez, et l'arrivée du chapeau. Parce que finalement, le champignon que vous connaissez, que vous ramassez en forêt, ce n'est qu'une toute petite partie, c'est la partie immergée de l'iceberg. En réalité, si on le compare à ce qu'on connaît, c'est l'équivalent du fruit chez les arbres et de l'appareil reproducteur chez l'humain. Le champignon, ce n'est que la fructification du champignon, ce qu'on appelle le corps végétatif, comme notre corps à nous, il est caché dans le sol sous forme de filaments que l'on appelle le mycélium. Donc c'est pour ça, quand vous mangez des champignons, vous y penserez, vous mangez des appareils reproducteurs de champignons. Et donc, en 1969, on apprend que les champignons ne sont pas des plantes. Il a fallu vraiment longtemps. Et alors, qu'est-ce que c'est, finalement ? Eh bien, c'est un grand règne à part qui, finalement, si on fait une petite classification du vivant très simpliste, donc les premiers organismes vivants sur la planète, c'est les bactéries. Ensuite, ça s'est séparé. On a eu les archées. Alors, les archées, c'est comme des bactéries des milieux extrêmes. Et vous voyez, les plantes, elles sont ici. Et les champignons, ils sont là. Et de qui ils sont proches ? Des animaux. On a des cousins éloignés des champignons. Vous êtes des cousins de cèpe. Parce que vous êtes liés par ici. Et les champignons sont aussi éloignés des plantes que nous le sommes aussi. Donc on est beaucoup plus proche des champignons. Alors, maintenant on va parler un petit peu. Donc ces champignons, souvent quand on pense champignons, on pense champignons comestibles qu'on voit dans la nature. Et là, je vais essayer de vous démontrer que c'est beaucoup plus divers que ça. Parce que c'est vrai, si on dit champignon à quelqu'un, l'image qui vient directement, c'est ça. Parce qu'on le trouve partout, dans tous les livres pour enfants, dans les jeux vidéo, c'est le champignon classique, avec un petit chapeau rouge et un petit pied blanc. Sauf que les champignons, il y a 150 000 espèces décrites, mais on estime, et tous les scientifiques estiment, qu'il y en aurait 5 millions. Donc on n'a vraiment pas du tout identifié tous les champignons. Et comment on peut faire ces estimations ? Eh bien, c'est simple, quand on prend une poignée de terre et qu'on regarde l'ADN qu'on trouve, l'ADN fongique des champignons, on voit qu'on connaît la plupart du temps que 5% des espèces qu'on trouve. Donc on estime qu'en effet, ils sont 5 millions d'espèces. Alors, ça, c'est un champignon. Je vais vous montrer des photos pour vous montrer la diversité. Alors, ces petits nids d'oiseaux, on dirait que des petits œufs au centre, ce n'est pas des petits œufs, ça, ce sont des champignons tout petits qu'on peut très facilement voir en forêt. Ici, ces 2 petits randonneurs, c'est aussi des champignons. Cette bouillie écrabouillée qui ressemble à un cerveau, c'est aussi un champignon. Celui-là, vous le connaissez peut-être, qui ressemble un petit peu avec une fleur, mais c'est aussi un champignon. Et cette cascade qu'on appelle la crinière de lion en anglais, c'est aussi un champignon. Puis il y a ceux qui sont un petit peu ragoûtants, on se dit, oula. Et puis alors, il y a celui-là il l'appelle en anglais le pénis du chien. C'est ainsi un champignon. Et ils sont variés en forme, mais ils sont variés aussi en couleur, puisqu'on trouve des couleurs assez grandes. Ici, c'est la même famille que les vesses de loup, mais elles sont bleues. On trouve aussi des champignons verts, ce qui est une couleur qu'on ne retrouve pas beaucoup chez les champignons. Et parfois, ça nous rappelle aussi de la morphologie humaine. Donc ici, c'est un champignon, on dirait une main, et là, on dirait un pied, mais c'est un champignon. Et ce qui m'intéresse moi plus particulièrement, c'est ceci. C'est les champignons qui vivent à l'intérieur des êtres vivants. Donc ici, c'est une araignée qui est contaminée par un Ophiocordyceps.
Et ici, c'est une araignée qui n'est pas contaminée par un blob, pour ceux qui connaissent le blob. C'est un champignon qui a attaqué cette araignée. Mais vous, il y a des champignons que vous connaissez beaucoup et que vous aimez beaucoup moins, c'est ceux-là. Parce que c'est aussi des champignons. Ou ceux-là, qui aussi sont très embêtants, qui sont aussi des champignons. Alors la plupart du temps, on pense que les champignons, on peut les voir à l'œil nu, parce que c'est vrai qu'il y en a des petits, tout petits, mais quand même, on peut les voir. Mais finalement, est-ce que vous connaissez ce champignon-là? Ça, c'est la levure. Vous savez, la levure du boulanger, c'est aussi un champignon. Et c'est un champignon qui fait que 5 micromètres. Donc, vous ne le voyez pas du tout à l'œil nu, mais ce n'est pas le plus petit des champignons. Le plus petit des champignons, c'est ce champignon-là. On n'a pas l'air, qui ressemble à rien, mais c'est un champignon qui fait juste 1 micromètre. C'est presque la taille d'une bactérie. Et il vit exclusivement dans les cellules des êtres vivants. Et 1 personne sur 10 dans cette pièce en a dans son tube digestif. Et ce sont des parasites. Alors, je montre personne du doigt. C'est ce qu'on appelle une microsporidie, et ça a donné des nœuds au cerveau à Louis Pasteur. J'en parle dans mon bouquin, vous pourrez découvrir, parce que c'était tellement petit qu'on n'imaginait pas que ça puisse exister un aussi petit champignon. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ici, c'est une vue microscopique d'un cheveu, et si on la met à l'échelle, ce champignon, il est grand comme ça. C'est vraiment tout petit. Et donc, nos cellules peuvent en héberger des fois plusieurs milliers. Alors, ils peuvent aussi être très grands, les champignons. Ça, c'est une veste de loup géante. Ça, c'est un thermomycète. C'est des champignons qui vivent en symbiose avec les termites que vous voyez, que le monsieur tient à la main. Mais le plus grand des champignons, il est bien plus grand que ça. C'est l'Armillaria, couleur de miel, qui fait 400 000 kilos. Qui a plus de 2500 ans. Alors là, ce que vous voyez, c'est les fructifications, mais le mycélium de ce champignon couvre 10 km². Alors 10 km², c'est pas un stade de foot, c'est 1300 stades de foot. Et c'est un seul et unique champignon qui se propage dans le sol, et c'est un parasite qui détruit les arbres de la forêt. Il creuse le tronc de l'intérieur et vous voyez ces fructifications qui apparaissent en dehors des troncs. Alors pour vous donner une idée de la diversité des espèces, je vais prendre quelque chose qui est plus proche de nous-mêmes. Une bouche peut héberger 70 espèces de champignons différents. Vos pieds, 80. Vos orteils, 100 espèces différentes. Votre appareil digestif, 800 espèces. Je ne parle pas de nombre, on parlera de nombre plus tard. Là, c'est les espèces. 800 espèces. Et votre cuir chevelu, 10 espèces différentes. Votre aspirateur, 1400 espèces différentes. Si vous prenez une poignée de terre dans votre jardin, 1000 espèces différentes. Donc vous voyez une grande biodiversité des champignons. Les champignons sont très divers et parfois, on a du mal à y croire. Par exemple, ici, vous voyez 2 levures qui sont très connues. La levure de bière et à côté, une que les dames connaissaient bien, Candida, la petite levure qui fait des mycoses. Et donc là, elles vous paraissent très similaires. Elles sont aussi différentes génétiquement parlant que l'humain de ce tunicier, qui est un ancien ancêtre des vertébrés. On a la même diversité génétique. Alors, ils sont divers en forme, ils sont divers en gènes, ils sont divers en reproduction. Et ça, c'est une histoire vraie. J'ai failli ne pas publier ce bouquin parce que je trouvais la reproduction des champignons trop compliquée. Alors, je vais essayer de vous guider dans la reproduction des champignons parce que, alors, les champignons peuvent faire comme nous de la reproduction qu'on appelle sexuée. C'est-à-dire que les spores vont germer, donner des petits filaments, et ces petits filaments vont fusionner pour former un nouvel individu. Donc ça, c'est la reproduction sexuée classique. Mais le champignon, il peut aussi faire des spores qui donnent un mycélium qui redonne un champignon sans passer par la reproduction sexuée. C'est ce qu'on appelle le clonage. Un champignon peut redonner un champignon à l'identique sans passer par la reproduction. Alors là, vous me direz, ouais, c'est pas si compliqué que ça. Alors, chez le champignon, il n'y a pas 2 types sexuels. Il n'y en a pas 720 comme le blob. Il peut y en avoir beaucoup plus que ça. Le schizophile commun a 23 328 types sexuels. C'est lui qui tient le record pour l'instant. Le petit coprin cendré, il en a quand même 12 000.
Donc vous voyez déjà, c'est un petit peu plus compliqué. Alors les types sexuels, donc on ne peut pas dire des champignons mâles et des champignons femelles. Ça n'existe pas. Alors la reproduction sexuée chez les champignons, elle va du plus simple au plus compliqué. Un champignon de type sexuel A, s'il rencontre un B, ils peuvent se reproduire. Mais parfois, on a des champignons qui vont avoir deux types sexuels, A et B, donc ils peuvent se reproduire avec un A, un B. Donc ça, c'est l'équivalent de l'hétérosexuel. Ça, c'est un peu l'équivalent de l'hermaphrodisme, parce qu'ils portent les deux types sexuels, comme ça, aucun souci. Ensuite, vous avez des champignons qui, quand ils tombent face au même type sexuel qu'eux, eh ben, ils vont changer de sexe pour pouvoir se reproduire. Parce que c'est vrai que les champignons, ça bouge pas très très vite. Et si le champignon, il a poussé dans une direction et que là, il se trouve face à face à un champignon qui a le même type sexuel, donc il préfère changer de type sexuel. Et puis, on a les champignons qui peuvent finalement se reproduire avec quelqu'un qui a exactement le même type sexuel. C'est un peu l'équivalent de l'homosexualité. Et il peut pousser ça juste à l'extrême, comme l'amanite phalloïde, et finalement se reproduire avec lui-même. C'est-à-dire ses propres filaments qui rentrent en reproduction sexuée. Voilà. Et alors, il y a des champignons qui font les 5. Donc c'est très très compliqué. Et donc c'était vraiment extrêmement difficile de s'y retrouver. Et ensuite, les champignons, ils produisent des spores. Et là, on pourrait imaginer que les spores, c'est toutes des petites poussières toutes rondes. Pas du tout. Ça, c'est juste une idée de la diversité des formes des spores. Alors, vous ne les voyez pas, vous, parce que c'est pas à l'œil nu, mais quand vous regardez au microscope, c'est assez magnifique. Il y a une grande diversité. Et c'est beaucoup plus petit que les pollens. Alors maintenant, je vous ai montré qu'ils étaient divers. Maintenant, je vais vous montrer qu'ils sont nombreux. Et ça va peut-être vous faire un petit peu flipper. Alors, les champignons, si on les mettait dans une balance, tous, et que dans l'autre côté, on met tous les animaux, mais tous, hein, l'humain compris, les animaux d'élevage, les vaches, etc., ceux qui vivent dans les océans, les insectes, les champignons, c'est 6 fois la biomasse des animaux. C'est l'équivalent en poids de 1200 milliards d'humains. Donc, ils sont tout ça, comme je vous l'ai dit, ils peuvent être microscopiques, donc imaginez le nombre. Alors, pour imaginer le nombre, c'est là où vous allez peut-être tous vous gratter la tête. Nous avons 10 millions de levures sur la tête qui vivent actuellement avec vous pendant cette conférence et qui sont souvent d'ailleurs à l'origine des pellicules. C'est le champignon qui s'appelle Malassezia qui donne aussi le pityriasis versicolore, vous savez, ces petites taches blanches des fois sur le corps. Ils se nourrissent en fait de notre sébum. Donc quand vous produisez beaucoup de sébum, ben vous avez beaucoup de champignons et derrière vous avez aussi les pellicules. Dans votre tube digestif, vous en avez 40 milliards. Ça reste moins que les bactéries, mais quand même, c'est un beau nombre. Pour encore donner un petit chiffre, un bébé qui est allaité en avale 200 millions par jour, qui sont sur la peau du mamelon de la mère. Pour les amateurs de bière, une bière, c'est 5 milliards de levures. Une bière. Il vous faut 5 milliards de levures pour faire une bière. Et alors parlons du mycélium. Le mycélium qui se trouve sous les champignons, c'est le corps végétatif du champignon. Si on prend un petit gramme de mycélium et qu'on met tous les petits fils côte à côte comme ça, on peut faire à la distance Paris-Toulouse avec juste un petit gramme de terre, avec ces petits filaments. En réalité, souvent, le mycélium, ça prend 50% du sol. Et alors, on va parler de leurs spores. Ils en produisent 50 millions de tonnes par an. Et là, regardez, faites une inspiration. Vous venez de prendre 1 à 50 spores de champignons, même à l'intérieur, à chaque fois. Heureusement que votre système immunitaire, il est là pour les chasser. Parce que... Alors, pour vous donner aussi une comparaison, on a tous aimé faire ça quand on était petits, si vous avez vécu la campagne comme moi, éclater les vestes de loup. Et donc, la veste de loup géante, elle produit 5 000 milliards de spores. Il faut toujours le rapporter à notre chiffre sur l'humanité, où on est 7 milliards finalement. Un champignon produit 5 000 milliards de rejetons. Donc ils sont nombreux, ils sont divers et ils sont partout. Partout, partout, partout. Alors quelque chose qui est plus surprenant, les champignons sont dans les océans. Donc là, il y a une étude qui a récupéré une petite éponge de mer et ils ont fait des prélèvements. Et sur cette petite éponge de mer qui vit dans l'océan, ils ont trouvé 85 espèces de champignons. Parce que oui, il y a des champignons dans les océans, il y a des champignons dans l'eau, il y a même des livres sur les champignons aquatiques.
Et pourtant, on ne nous a jamais dit à l'école que les champignons, ça vivait dans l'eau. Et pourtant, ils sont nés là, à l'origine. Ils sont en Antarctique, et ils sont tellement nombreux en Antarctique qu'il y a aussi un livre sur les champignons d'Antarctique. Ils sont dans le désert. Il y en a beaucoup dans les déserts. Ils sont dans les sources chaudes du Yellowstone. Et ils sont même utilisés aux États-Unis. Fusarium, cette souche qu'on trouve dans le Yellowstone, est utilisée pour faire des protéines qui ne sont pas animales, qui sont très nutritives. Et c'est des champignons qui ont été trouvés dans cette source. Ils sont dans les réacteurs de Tchernobyl. Il y a beaucoup de champignons dans les réacteurs de Tchernobyl. Ils sont malheureusement aussi à bord de l'ISS parce qu'ils ont été ramenés par les astronautes. Les spores, ça se met partout, ou par les équipements. Et donc maintenant, ils sont l'ISS moisi. Il y a du moisi dans l'ISS. Ça, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut trouver dans votre lave-linge. Beaucoup d'espèces de champignons. Alors, vous allez me dire, mais il mange quoi le champignon dans le lave-linge? Ben, la lessive. Parce que le champignon, il mange tout ce qui a du carbone. Et si vous les trouvez, parce qu'il y en a aussi dans les moteurs d'avion, et ils mangent du kérosène. Parce que le champignon peut se nourrir de tout et n'importe quoi. Ça, c'est le petit échantillon que vous trouvez dans votre lave-vaisselle ou autour de votre évier de cuisine. On vit avec les champignons. Alors, les champignons et nous, on a une relation qui est amour et haine à la fois. Les champignons, ils détruisent notre nourriture. Alors, il y a un tiers des aliments sur cette planète qui est gaspillé. Et le gaspillage, il y a 40%, le responsable, c'est lui, le champignon. Il y a des fois, c'est nous quand même, beaucoup. Mais il y a beaucoup de fois où c'est le champignon qui détruit la nourriture. Mais à la fois, il nous donne le pain, il nous donne la bière, il nous donne le roquefort, Penicillium roqueforti. Il nous donne aussi le camembert. Il donne la charcuterie. Vous savez, les petites poudres blanches qu'il y a sur vos saucisses, c'est des champignons. Il donne tout ce qui est sauce soja, tofu, ces champignons, le chocolat et le café. On n'aurait pas de chocolat et pas de café s'il n'était pas fermenté avant par des champignons. Les enzymes des champignons sont utilisées dans vos lessives. C'est eux qui permettent d'enlever les taches de gras. Ils sont utilisés pour faire les jeans délavés. Les enzymes du champignon. Ils sont utilisés pour rendre vos pains moelleux. C'est aussi des enzymes de champignons. Et donc, ils détruisent la nourriture, mais ils nous aident à en produire beaucoup. Ils nous tuent aussi, les champignons. Alors ça, c'est quelque chose qui est moins connu, mais il y a 2 à 3 millions de gens qui meurent par an d'infections fongiques, en majorité des immunodéprimés. Et c'est des champignons qui sont opportunistes, qui rentrent dans nos poumons. Et comme je vous ai dit, on en inspire. Pour nous, ce n'est pas très grave. Mais pour des gens qui sont immunodéprimés, les champignons, ils peuvent passer la barrière du système immunitaire et créer des infections dans tous les organes du corps. Donc, ils tuent des humains, mais ils en sauvent énormément aussi. C'est grâce à un champignon qu'on a découvert la pénicilline. Et ça a sauvé 200 millions de personnes depuis la découverte. Les statines aussi, qui vous permettent de réguler le cholestérol, c'est aussi les champignons. Et ça a fait baisser de 25% la mortalité des maladies cardiovasculaires. Donc, ils nous sauvent. Des fois, ils nous tuent quand on les mange. Vous les connaissez, les mauvais champignons. Et il y a quand même 100 décès par an liés aux amanites phalloïdes pour la grande partie. Mais à la fois, on les mange. On en mange beaucoup. Alors, un Français, j'ai été regarder, c'est 2,5 kg de champignons par an. Alors, le record, moi j'étais assez surpris, c'est les Pays-Bas. Une personne du Pays-Bas mange 15 kg de champignons par an. Moi, j'aurais dit la Chine. Mais non, ils sont qu'à 10 kg. Bien loin derrière les Pays-Bas. Et on mange en majorité, bien sûr, des champignons de Paris. On en produit 2 millions de tonnes par an. Les shiitake et les pleurotes. C'est les champignons qui sont le plus mangés. Alors, les modes de vie des champignons, ils font quoi, les champignons, de leur quotidien? Alors, les champignons, ils sont fondamentaux. Je veux dire, si on enlevait l'humain de la planète, il ne se passerait pas grand-chose. Par contre, si vous enlevez les champignons, là, c'est la catastrophe. Alors, pourquoi? Première chose, les champignons, ce sont des décomposeurs. Ils détruisent la matière morte. Et c'est eux qui détruisent 90% des plantes quand elles meurent. Si on n'avait pas de champignons, on serait couvert par des débris de plantes. Parce que les champignons sont les seuls organismes sur cette planète capables de digérer le bois. Le bois, c'est une matière très très difficile, ça s'appelle la lignine, ce qui digère. Il n'y a que les champignons qui sont capables de le faire. Donc sinon, on croulerait sous les troncs d'arbres. Imaginez des années de plantes qui s'accumuleraient.
Ils mangent aussi les excréments. On n'a pas non plus envie de vivre dans un monde rempli d'excréments. Ils détruisent des matières tellement coriaces que c'est eux qui détruisent aussi les cornes et les sabots, les dents, les cheveux, les poils des animaux dans la nature. Ensuite, 90% des plantes vivent en association avec des champignons. C'est les champignons qui ont permis aux plantes de coloniser le milieu terrestre. Donc on appelle ça des mycorhizes, c'est des petits champignons qui s'associent aux racines des plantes et qui leur permet d'accéder aux minéraux et à l'eau du sol. Alors bien sûr, le champignon ne fait pas ça gratuit. En échange, la plante, elle lui donne du sucre qu'elle fabrique par la photosynthèse grâce au soleil et au CO2. Donc il y a un échange entre les deux et 90% des plantes font cet échange-là. D'ailleurs, vous pouvez acheter des champignons mycorhiziens pour faire pousser mieux vos plantes. Vous voyez, c'est pied de tomate. Là, c'est un pied de tomate avec mycorhizes et sans mycorhizes. Et on voit énormément la différence. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez un potager, à ajouter ces champignons mycorhiziens. Ils sont la plupart du temps très inoffensifs. Ils vivent aussi, les champignons, en association avec les plantes, mais aussi avec les algues. Vous connaissez peut-être les lichens. C'est 20% des espèces de champignons, les lichens. Et ils vivent en association avec des algues. Et en réalité, un lichen, c'est plus un champignon qu'une algue. Parce que quand on regarde comment c'est organisé, c'est 95% un champignon et 5% des algues. Et les algues, elles sont enfermées, protégées par le champignon. Et en échange de cette protection, elles donnent du sucre qu'elles fabriquent par la photosynthèse. Et le champignon, il offre la protection et les minéraux qu'il prélève dans le sol. Alors les champignons, ils ne vivent pas qu'en symbiose avec les plantes, ils vivent aussi en symbiose avec les animaux. Donc nos ruminants, en fait, digèrent l'herbe grâce à des champignons qu'ils ont dans leur système digestif. Les fourmis élèvent des champignons comme de la nourriture. Donc ils vivent en symbiose. Ces fourmis-là qui élèvent des champignons ne peuvent pas vivre sans le champignon et le champignon ne peut pas vivre sans la fourmi. C'est vraiment une symbiose complète. Et on a les parasites. Donc on a les décomposeurs, on a les symbiontes et puis on a les méchants, entre guillemets, ceux qui vont se nourrir d'êtres vivants alors qu'ils sont encore vivants. Et donc au départ, les champignons, ils ont commencé par parasiter des algues, puis après ils ont parasité des unicellulaires, que vous voyez ici, c'est un blob qui est parasité par un champignon. Normalement, un blob, c'est jaune. Et là, ce que vous voyez en violet, c'est toutes les spores du champignon. Ils ont parasité d'autres champignons, pourquoi pas? Pourquoi pas parasiter nos propres cousins? Les plantes, bien sûr, les insectes. Et ce que vous voyez là, c'est une petite mycose de peau. Les humains, ils ne se sont pas gênés quand on est arrivé pour nous parasiter aussi. Alors un champignon, il n'est pas forcément décomposeur, symbiote ou parasite. Il y a des champignons qui font tout à la fois. Et il y a un champignon particulier que j'aime beaucoup, c'est celui sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Métarhizium. C'est un petit champignon qui peut à la fois manger de la matière organique s'il n'a rien de trouvé d'autre. Il peut vivre en association avec les plantes et il peut parasiter des insectes. Et lui, c'est un peu le Robin des Bois pour les plantes. Ce qu'il fait, c'est qu'il parasite des insectes. Il prélève l'azote, c'est un élément essentiel pour faire des protéines. Et cet azote, il circule dans le champignon et il le donne aux plantes parce que les plantes, elles ne peuvent pas prélever l'azote des insectes directement. Et donc, pour le démontrer, les scientifiques, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont marqué radioactivement l'azote de la chenille et ils ont pu voir que l'azote avait circulé jusque dans la plante et que les protéines qui étaient produites par la plante étaient remplies d'azote radioactif. Donc, c'est un peu le Robin des Bois qui pique l'azote aux insectes pour le donner. Et c'est un champignon qu'en général, on aime bien parce que souvent, il s'attaque aux insectes qu'on n'aime pas, les ravageurs des cultures. Et c'est un champignon qui est vraiment utilisé énormément dans l'agriculture bio. Les gens épandent ces spores-là, elles sont toutes vertes, comme ça, vert émeraude, dans les champs, pour contaminer les ravageurs, et ça tue tous les criquets qui détruisent les cultures. Donc des fois, les champignons parasites, ça peut aussi être des amis. Alors on va parler un petit peu de la famille des champignons. Alors au tout début, ici, c'est au tout début des champignons. Les tout premiers champignons, ils étaient tout petits et ils vivaient dans l'eau, comme tous les organismes vivants au début. Ils étaient dans les océans et ils étaient exclusivement parasites. L'origine des champignons est dans le parasitisme. Il n'y avait pas un champignon qui ne savait pas vivre dans un autre être vivant. Ensuite, ils se sont un petit peu plus complexifiés, ils ont fait des petites racines et là, ils ont commencé à pouvoir manger de la
de la matière organique, et puis se sont complexifiés, et la symbiote avec les plantes est arrivée plus tard, quand les plantes ont colonisé la surface de la planète. Mais au départ, les champignons, ce sont des petits organismes qui ressemblent à des petits spermatozoïdes qui vivaient dans les océans. Et ça, c'était il y a 1 milliard d'années. Il y a 1 milliard d'années, c'était ces petits champignons. Et ces champignons, ils mangeaient comme le blob, c'est-à-dire qu'ils avalaient comme ça, avec leur peau, des grosses particules alimentaires. C'est ce qu'on appelle la phagocytose. C'est aussi ce que font vos macrophages du système immunitaire. Ils avalent la nourriture comme ça. Et donc la première innovation, ça a été de changer la façon de manger. Et c'est ce qui a fait une caractéristique principale des champignons. C'est ce qu'on appelle l'osmotrophie. Alors, ça veut dire quoi? C'est tout simple. C'est qu'ils balancent ces enzymes à l'extérieur, la nourriture se digère et là, ils la reprélèvent. C'est un petit peu comme si vous jetiez tous vos sucs digestifs sur un poulet, que vous attendiez qu'il devienne une soupe et que vous l'avalez. Les champignons, ils mangent comme ça. Ils balancent les enzymes à l'extérieur et après, ils aspirent. Et ça, c'est tous les champignons. Et ça a été la première innovation. Ensuite, ça a été la paroi. Contrairement à nos cellules à nous, qui sont nues, les champignons ont une paroi très coriace. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont abandonné cette façon de manger, puisqu'ils ne pouvaient plus le faire, parce qu'ils étaient devenus avec une paroi rigide. Et ensuite, ils sont devenus multicellulaires, parce qu'au départ, ils avaient une seule cellule. Et donc ça s'est passé il y a 800 millions d'années, cette façon de manger. Ensuite, ils se sont dit, mais peut-être on pourrait coloniser un autre espace. Et ils sont sortis de l'eau. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, bon, du coup, on n'a plus besoin de notre petite flagelle pour nager. Et ils ont perdu la flagelle, la petite queue qui leur permettait de nager. Et c'est là où on a vu émerger les spores qui s'envolent avec le vent. Et c'est là aussi qu'on a vu la formation des ifs et du mycélium. Et ensuite, on a les champignons que vous connaissez peut-être, vous avez déjà peut-être entendu ces mots, les basidiomycota, les ascomycota. C'est 95% des champignons. Les basidiomycota, on les connaît bien, c'est pieds-chapeau. Les ascomycota, alors là, ils ont mis une morille, mais en réalité, ce n'est pas vraiment le représentant des ascomycota. Parce que les ascomycota, ils sont souvent, c'est plutôt la moisissure. Hein. Si on devait choisir un emblème de l'ascomycota, ce serait de la moisissure. Et donc, on va parler du parasitisme. Et là, je vous ai pris que quelques exemples, parce que je ne veux pas vous raconter tout mon bouquin. Et du coup, j'ai pris un exemple qui est très ancien pour le champignon, mais pas très ancien en termes d'apocalypse. C'est le petit champignon aquatique, Batrachochytrium dendrobatidis. Ouais, c'est pas facile à dire. On l'appelle aussi BD, c'est beaucoup plus simple. BD, c'est un petit, vous voyez ce petit champignon-là? C'est vraiment tout petit, ça fait à peine 10 microns. Il a des petites racines, c'est un champignon aquatique. Et lui, il a tué énormément de grenouilles. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, c'est de là où est issu le titre de mon livre qui s'appelle « Les champignons de l'Apocalypse », parce que ce champignon a été surnommé le champignon de l'Apocalypse, mais une apocalypse de grenouilles. Et cette apocalypse, elle a été transférée dans tout le monde entier par 2 amphibiens, la grenouille taureau. Alors, la grenouille taureau, c'est une grenouille qui est originaire des USA et que les gens mangent beaucoup, aiment bien manger, sauf qu'elle n'est pas du tout produite aux USA. Elle est née là-bas, mais les gens l'ont envoyée dans d'autres pays pour l'élever dans des fermes où les personnes travaillent pour moins cher. Et ensuite, elle a été envoyée aux 4 coins du monde. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, de 2015 à 2020, les USA ont importé leur propre grenouille, hein, mais ils l'ont importé de notre pays 12 millions d'individus. 15 000 tonnes de viande de grenouille, de cuisses de grenouille. Et c'était importé en provenance du Mexique, des Équateurs et de la Chine. Donc ça a été le premier vecteur de ce champignon. Pourquoi? Parce que cette grenouille ne souffre pas de ce champignon. Mais par contre, elle peut le transmettre à énormément de grenouilles. Et le deuxième vecteur, vous connaissez peut-être, on en a en France maintenant, c'est une espèce qu'on trouve qui est légèrement envahissante, c'est le xénope. Alors le xénope, il vient d'Afrique du Sud, mais il a été envoyé dans tous les pays occidentaux, parce qu'à l'époque, on utilisait cette grenouille pour faire des tests de grossesse. On injectait le sang de la femme qui avait peut-être un soupçon de grossesse dans la grenouille, et si elle pondait des œufs, c'est que la dame était enceinte. Et après, on a trouvé des moyens un peu plus simples de faire ça, mais c'était trop tard, on avait ces grenouilles, et ce qu'ont fait les gens, c'est qu'ils les ont relâchées dans la nature. Et c'est devenu très invasif. Alors,
les Français, on n'est pas mieux que les Américains, on est même les pires. Alors j'ai pris quand même les chiffres des Français. Nous, on importe 30 000 tonnes de grenouilles. C'est 1500 millions d'individus. Et nos fournisseurs sont l'Indonésie et le Vietnam. Donc on ne produit même pas nos propres grenouilles. Donc ça, c'est un problème, vous voyez, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. Quand les animaux circulent dans plein, ils circulent aussi avec tous leurs pathogènes. Et ça, alors ce pathogène, on l'a découvert dans la fin des années 90. Ça, c'est en 2014, là où on pouvait identifier le pathogène. Donc c'était déjà 10 ans plus tard. Et là, je vous montre en 5 ans après. Il est partout. Et c'est une catastrophe pour les amphibiens. Une vraie catastrophe. On a 1000 espèces qui sont infectées. 7% sont en déclin. 120 espèces ont perdu 90% de leur population. Et bien sûr, on a perdu des espèces. Dont la grenouille gastrique, qui était absolument extraordinaire. C'est tellement dommage d'avoir perdu cette grenouille. C'est la seule grenouille qui arrivait, qui utilisait son estomac comme une pouponnière. Elle avalait ses œufs et elle les gardait dans son estomac. Et après, elle accouchait par la bouche des petites grenouilles. Mais elle a disparu à cause de ce champignon. Et puis, il y a la grenouille dorée du Panama qui a fait ses adieux à la télé, finalement, parce que David Attenborough a filmé la dernière de ces grenouilles dans son documentaire, puisqu'elles ont disparu depuis. Et nos grenouilles aussi à nous, enfin nos crapauds, sont aussi touchés. Donc c'est le crapaud accoucheur en France qui a été énormément affecté par ce champignon, et le crapaud au ventre jaune aussi. D'ailleurs, petite pub, si vous n'avez pas lu, il y a une BD de Jérémy Deveau, je crois qu'il s'appelle, qui a écrit une BD sur ces crapauds accoucheurs qui est absolument magnifique, qui s'appelle Alite. C'est un très bel ouvrage. Donc comment ça marche ce champignon? Alors, au début, c'est une petite spore, vous voyez, toute petite qui ressemble à un spermatozoïde. Elle va germer sur la peau de la grenouille. Et là, elle va former ce qu'on appelle un petit sporange, où elle va se diviser pour former un énorme sporange qui va rejeter des spores, qui vont réinfecter la grenouille, et etc. Et ça, c'est un vrai problème. Et vous voyez ici, les sporanges à la surface de la peau. Alors ça, c'est fait avec un microscope, mais vous voyez toutes les petites boules là, c'est tout plein de sporanges qui contiennent chacun 1 millier de petites spores. Et donc, il y a 100 sporanges par millimètre carré de peau de grenouille. Donc, vous imaginez la pauvre grenouille. Et donc, vous voyez ici un sporange en gros. Et donc, imaginez d'avoir plein de champignons sur la peau. Ça nous arrive aussi, mais jamais en si grande quantité. Alors, je n'ai pas pu vous trouver un film de ce champignon, mais j'ai trouvé un champignon qui est exactement similaire, qui n'attaque pas une grenouille, mais un ver. Mais c'est pour vous donner une ordre d'idée de comment ça marche l'infection. Donc c'est exactement la même famille de champignons. Vous avez une petite cellule comme ça, avec sa petite flagelle, vous voyez, qui ressemble un petit peu à un spermatozoïde. Et quand elle détecte une proie, qui est ici un petit ver, là, elles vont se placer autour de l'anus du ver, pas de chance. Et là, vous voyez le petit tube qui est marqué, c'est un tube d'infection. Et là, elles vont rentrer à l'intérieur. Vous les voyez se déplacer. Et là, elles vont former ce qu'on appelle les sporanges, c'est ces grosses boules qui produisent, vous voyez, d'autres parasites. Et ça, pendant 4-5 jours, ça dure ce petit cycle. Et il se répète énormément. Alors, qu'est-ce que ça fait à la grenouille? Mais voici les symptômes. Première chose, la peau épaissit. Parce qu'une grenouille, ça perd sa peau en une fois. Pas comme nous, c'est un petit peu chaque jour. Heureusement qu'on ne la perd pas une fois, ça serait un peu dégueu. Mais elles se desquament complètement. Et du coup, elles muent fréquemment parce qu'elles ont le champignon, donc elles ont cette réflexe de muer trop fréquemment. Du coup, la peau c'est pas encore kératinisé. Et du coup, ça crée des plaies ouvertes. Elles se déshydratent. Il y a un déséquilibre des électrolytes. Il faut savoir que les grenouilles respirent par la peau aussi. Elles ont des poumons, mais il y a certaines grenouilles, 72% de la respiration se fait par la peau. Donc c'est un peu comme tuer le poumon de la grenouille quand on s'attaque à la peau de la grenouille. Et du coup, elle a une respiration anormale, perte d'appétit. Elle devient léthargique. Elle a une position inhabituelle où elle a les jambes écartées au lieu de les avoir fermées. Et elle perd ses réflexes de fuite. Si vous la mettez sur le dos, elle ne peut pas se relever. Donc la plupart du temps, ça s'arrête par un arrêt cardiaque. La seule façon qu'elles ont de lutter, c'est d'aller au soleil. Parce qu'en fait, le champignon, lui, ce qu'il n'aime pas, c'est la chaleur.
Les champignons, c'est pour ça qu'ils nous attaquent pas si souvent que ça, nous les humains, c'est parce qu'on est très chaud. On est à 37 degrés et la température de confort du champignon, c'est plutôt 25-30 degrés. Donc ce que font les grenouilles pour essayer de se sauver, elles créent une fièvre comportementale puisqu'elles sont des organismes à sang froid, donc elles ne peuvent pas se chauffer comme nous avec la fièvre, donc elles vont se mettre au soleil. Et donc les scientifiques ont imaginé des choses qui sont des petits saunas à grenouilles, et ça a sauvé beaucoup de grenouilles. En fait, c'est des petits saunas qui sont noirs, qui attirent la chaleur, et les grenouilles vont de manière naturelle se mettre dans ces petits saunas pour se débarrasser des parasites, puisque le champignon, après une certaine température, il meurt. Alors on pourrait se dire, suite à cet apocalypse de grenouilles, l'humain, il a retenu la leçon. Mais pas du tout. Parce qu'il y en a un autre qui est arrivé juste après, en 2013, et il est beaucoup plus virulent, et lui, il s'attaque principalement à nos salamandres. Et donc vous la voyez ici, la salamandre, au niveau de la bouche, elle a une plaie. Vous pouvez voir ici tous les petits points noirs. Il est beaucoup plus virulent. Il peut être porté par des grenouilles et donc transféré par les grenouilles aussi qu'on achète. Et là, les symptômes sont encore plus difficiles parce qu'on a des ulcères profondes, des érosions. La peau, elle tombe carrément. Il y a des grosses plaies, des squamations, pareil, léthargie. Les membres deviennent rigides. Et donc, en ce moment, aux Pays-Bas, par exemple, ils ont quasi perdu cette salamandre-là. Donc, les États-Unis, ils n'ont qu'une peur, c'est que ce champignon débarque aux États-Unis. Mais il va débarquer. C'est pas, en fait, est-ce qu'il va débarquer? C'est quand il va débarquer. Il faut être prêt à ce moment-là, parce que les gens continuent à acheter des salamandres sur Internet, continuent d'acheter des grenouilles sur Internet, et on ne va pas vérifier à chaque fois si elles sont infectées par un champignon. Donc, on peut craindre une nouvelle apocalypse, et cette fois chez les salamandres. Alors, je vais vous parler d'une autre apocalypse qui est, cette fois-ci, des châtaigniers. Donc, aux États-Unis, vous pouvez trouver des photos de châtaigniers que en noir et blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a un champignon qui a exterminé tous les châtaigniers des États-Unis, 4 milliards d'arbres, en 40 ans. Il a débarqué au début du XXe siècle. Et alors, comment il a débarqué? Les Américains avaient donc beaucoup de châtaigniers. C'était 1 arbre sur 4 aux États-Unis. Et il y a des gens qui se sont dit « Ah ouais, mais le châtaignier japonais, il est bien plus beau. Et je vais acheter un châtaignier japonais. » Et à l'époque, aux États-Unis, pour $1, on pouvait avoir un châtaignier japonais. Donc les gens se sont mis à planter des châtaigniers japonais jusqu'à ce qu'il arrive un jour avec son propre pathogène, avec qui il avait évolué pendant des millions d'années. Donc ils étaient habitués. Sauf que le châtaignier américain, lui, il n'avait jamais vu ce pathogène. Une fois qu'il est rentré dans l'arbre, on ne pouvait plus rien faire. Il n'y avait pas de remède, rien. Les gens ont pu juste voir les châtaigniers tomber. Et donc, aux États-Unis, vous allez avoir plein de rues qui s'appellent Chestnut Street. Chestnut, c'est pour châtaigne, parce qu'il y avait énormément de châtaigniers. Il n'y en a plus, mais il reste encore les Chestnut Trees. Et donc, vous voyez, c'est ce champignon, il fait ces petites... Alors, il est microscopique, mais bien sûr, il se développe et il produit ce qu'on appelle un chancre. C'est aussi ce qu'on appelle la brûlure du châtaignier. Et ensuite, ce chancre, il se transforme en ça, des ouvertures profondes. Et les châtaigniers meurent. Alors le problème, c'est qu'on se dit, une fois que tous les châtaigniers sont morts, on pourra en replanter. Mais finalement, non, on ne peut pas, parce que le champignon, à chaque fois qu'un châtaignier repousse, lui, il attend simplement dans un chêne, un autre arbre, qui n'embête pas beaucoup. Il est là en attente. Et chaque fois que le châtaignier repousse, il attaque le châtaignier. Et donc aux États-Unis, on a plein de bébés châtaigniers. Mais on n'a plus de grands châtaigniers parce que dès qu'il a une certaine taille, le champignon l'attaque. Et donc, on n'aura plus jamais de châtaigniers aux États-Unis. Et donc, vous voyez ici, c'est les structures de reproduction du champignon qui apparaissent. C'est ce qu'on appelle aussi la rouille. Alors là, vous connaissez la rouille. Parce qu'il y a toutes les céréales qui sont attaquées par la rouille. Et la rouille qui attaque les céréales, c'est aussi des champignons. Et donc, je vais parler d'une espèce qui attaque le seigle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ergotisme? L'ergot du seigle. C'est ces petites structures noires, en fait, qui sont des structures de survie du champignon parasite du seigle, qui s'appelle Claviceps purpurea. Donc, ce que vous voyez là, cette structure noire en forme de saucisse, là, c'est la marque de survie du champignon. C'est ce qui va germer la saison d'après. Donc, il ne fait pas grand-chose, le seigle. Franchement, il ne détruit pas les cultures parce qu'il s'attaque à quelques graines. Mais le problème, c'est quand on mange ces graines, associées avec ce champignon,
parce que ce champignon, il crée des toxines. Et on estime qu'au Moyen-Âge, un amputé sur 2 avait mangé du seigle contaminé. Et les sorcières de Salem, le grand procès des sorcières de Salem, c'était aussi lié à ce champignon. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 formes d'ergotisme. L'ergotisme gangréneux, qui fait que si on a beaucoup mangé de ces ergots de seigle, en fait, nos vaisseaux se referment et les membres tombent. Donc les jambes perdaient des doigts, des orteils, etc. Et si on n'en mangeait pas trop, mais qu'on en avait mangé quand même un peu trop, on hallucinait. Et c'est pour ça que les gens hallucinaient, voyaient des choses. Et c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça encore, en 1951, en France, dans le Gard, au pont du Saint-Esprit, au village du pont du Saint-Esprit, il y a eu des gens en fait, qui ont été contaminés par de l'ergot. Et ils ont eu des hallucinations. Il y a des gens qui se sont jetés par les fenêtres. Et donc ça arrive encore, c'est aussi arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand le seigle était contaminé. Alors, pourquoi tous ces symptômes? Parce qu'il produit le claviceps, des alcaloïdes qui lui permettent en fait d'être mangé par les herbivores. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est survivre l'année d'après. Donc il n'a pas envie qu'un mouton vienne brouter les petites structures noires qu'on appelle des sclérotes, chez les champignons aussi. Et donc il produit des alcaloïdes. Alors les alcaloïdes, vous savez peut-être pas ce que c'est des molécules comme la cocaïne, la caféine, voilà, vous connaissez bien ça. Et les chercheurs ont pu en identifier 3 qui servent beaucoup actuellement. Donc finalement, l'ergotisme, c'était pas très bon au Moyen-Âge, mais maintenant, grâce à ça, on a énormément de médicaments. Alors peut-être vous connaissez l'ergotamine, ceux qui sont migraineux. C'est un médicament qui est beaucoup plus efficace que l'ibuprofène. Et ça a été testé sur 2 millions de personnes et vraiment une efficacité redoutable contre la migraine. L'ergométrine, très utilisée lors des accouchements. Et le LSD. Le LSD, ça vient de ce champignon-là, l'acide lysergique. Alors le premier chercheur à avoir travaillé là-dessus, il l'a d'abord testé sur lui-même. Alors quand on fait l'historique quand même des médicaments, les gens avaient tendance à les tester sur eux-mêmes. On ne le fait plus du tout ça. Et donc il a eu un trip complètement en rentrant chez lui à vélo. Et donc voilà. Donc les champignons, vous voyez, il y a toujours un peu un yin et un yang. Et le dernier champignon auquel je voulais vous parler, c'est pas le héros de mon roman, qui est Cordyceps, qui infecte les fourmis, parce que les champignons, ils sont aussi les champions de la manipulation du comportement, parce qu'un champignon, il va manipuler un hôte pour arriver à ses fins. Et qu'est-ce qu'il veut, le champignon? Se reproduire. Et je vais garder cette histoire parce que c'est la plus belle histoire que je connais, la plus drôle, entre guillemets, pas pour la cigale, mais pour moi. C'est à l'infection de la cigale par un champignon qui s'appelle Massospora. Donc la cigale, avant d'être ce joli insecte, elle ressemble à Quasimodo un petit peu. C'est une petite nymphe Et lorsqu'elle sort de la terre, la cigale, elle attrape des petites spores de champignons qui s'appellent Massospora. Et ce champignon, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans son abdomen et il lui mange les parties génitales. Et vous voyez ce petit coton blanc là, qui a remplacé le postérieur de notre pauvre cigale. Ça, c'est un grand coton blanc, c'est en fait plein de spores collées les unes aux autres. C'est une structure un peu comme de la gomme. Et donc, elle a sur son petit derrière un petit bouchon fongique. Et vous savez, les cigales, elles émergent tous les 13 ou 17 ans chez ces espèces-là pour se reproduire. Et le champignon, ce qu'il fait, c'est qu'il sécrète des amphétamines. La cigale, elle devient hypersexuelle. Et donc, elle n'a envie que de se reproduire. Et bizarrement, les autres cigales, ça n'a pas l'air de les gêner, qu'elle n'ait plus de partie génitale, mais un bouchon fongique. Et c'est comme ça que ce champignon se transmet. C'est un champignon qui se transmet sexuellement d'une cigale à l'autre. Alors, il pousse le vice beaucoup plus loin que ça, le champignon. Non seulement il sécrète des amphétamines, il peut sécréter des hallucinogènes, comme ça, la cigale ne se rend pas trop compte de ce qu'elle fait. Et elle manipule le comportement du mâle infecté pour que quand il est face à une femelle, il se comporte comme un mâle, mais quand il est face à un mâle, il se comporte comme une femelle. Et comme ça, il se reproduit à la fois avec les mâles et les femelles. Et je vous ai un petit film pour que vous voyez un petit peu ça. Donc là, vous allez voir la sortie de la terre de la nymphe, qui sort après quand même 13 à 17 ans qu'elle a passé sous le sol à grandir petit à petit. Elle se métamorphose.
Là, elle devient la cigale qu'on connaît bien. Et là, vous voyez, c'est toutes les nymphes, en fait, suite à la métamorphose. Là, vous voyez le petit bouchon fongique sur les fesses de la cigale. Alors, elles perdent des fois la moitié de l'abdomen, hein, mais elles continuent à vivre parce que les amphétamines les gardent comme ça coupe la faim, les amphétamines. Et vous allez avoir les cigales, en fait, qui vont se reproduire, même si elles ont ce bouchon fongique. Alors, les mâles qui se reproduisent avec des femelles infectées, des fois, restent avec l'appareil génital, enfin, le bouchon fongique de la femelle, accroché à leur partie génitale. Et donc, c'est là où ils vont faire, voilà. Ça, c'est le bruit que fait un mâle. Et ça, c'est le bruit que fait la femelle. Et bien, le mâle, il va être capable de reproduire ce bruit fait par la femelle. Donc, c'est un crissement d'ailes pour pouvoir se reproduire avec d'autres mâles. Et donc là, ensuite, une fois que c'est infecté, le champignon, une fois qu'il a été largué, donc ça, c'est les spores du champignon. Et vous allez voir, finalement, les cigales, à la fin, elles n'ont plus d'abdomen parce qu'il est entièrement mangé par le champignon à la fin de la vie de la cigale. Parce que les cigales qui contractent le champignon suite à l'accouplement, là, ils ne produisent plus des petites spores blanches, mais des petites spores sombres qui, elles, sont larguées comme des canadaires. Là, c'est l'abdomen qui se délite. Et comme ça, elles tombent dans le sol et elles peuvent infecter la génération d'après. Alors, les gens disent « Oh, mais les pauvres cigales !» Mais en fait, les cigales, c'est un problème pour les arbres parce que ça ravage les arbres. Donc finalement, les gens ils sont assez contents d'avoir ce champignon qui contrôle 5% de la population. Et donc, les champignons qui manipulent les insectes, vous allez me dire « Oui, bon, ça ne me touche pas beaucoup. » Et en fait, si. Parce que font ces gens accroupis par terre en Himalaya? Ils cherchent un champignon particulier qui est un cordyceps qui infecte une chenille, et pareil, il crée la chenille, elle est zombie, elle fait des choses qu'elle ne fait pas du tout d'habitude, pour que le champignon soit placé exactement comme ça. Et les gens, ils récoltent ce champignon-là, ça s'appelle le Viagra du Tibet. C'est le champignon le plus cher au monde, c'est 10 000 € le kilo. 10 000 € le kilo, et ça s'arrache vraiment, et ça a changé l'économie du Tibet. Il y a plus de 10% du PIB du Tibet, c'est sur ce cordyceps. Parce que c'est une richesse qu'ils peuvent garder pour eux, qui n'est pas contrôlée par l'État. Et les gens, même les enfants, arrêtent d'aller à l'école pour aller chercher ces cordyceps dans la nature. Donc ce que je veux que vous reteniez de cette conférence, c'est que chez les champignons, il y a toujours un yin et un yang. On en a besoin, mais ils nous embêtent un peu. Mais finalement, sans champignons, on ne pourrait pas survivre. Merci beaucoup. Bien. Merci, on va s'asseoir. Merci beaucoup Audrey pour avoir démontré qu'au fond, la science, c'est simple, en fin de compte. Et avant de passer la parole à la salle, comme l'on dit, peut-être deux questions très, très simples. Alors, cet ouvrage qui se lit très bien au passage, hein, ça n'est pas du tout au-delà de l'exposé. Alors, ça réhabilite le latin, c'est très bien, parce que j'ai pu observer que tous ces noms étaient donc des noms latinisés, en quelque sorte, et en latin. Et puis, j'ai remarqué que dans le sommaire, dans la table, il y a aussi beaucoup de clins d'œil au cinéma, quand même. Hein. Effectivement, hein, Excalibur, qui apparaît. Il y a aussi Qui veut la peau des grenouilles. On sait ce que ça veut dire. Donc, Les invasions barbares, The Lobster aussi. Et il y en a bien d'autres. Donc, le docteur Zhivago, évidemment, Scarface, qui est présent. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça se lit très bien. Et je dirais c'est d'approche très très facile et la vulgarisation est, je dirais, à son meilleur niveau. Peut-être une question, si je puis dire, que reste-t-il à faire autour des champignons ? À trouver les 4 850 000 espèces qu'on n'a pas identifiées. Et donc, comme disait Marc-André Sellos, peut-être on n'arrivera pas à les découvrir parce qu'il faut tellement d'années. On ne connaît rien des champignons finalement. Moi, je trouvais que ça assez épatant parce que venant des insectes, on sait déjà par exemple qu'on connaît qu'une espèce de fourmi sur 2. Mais là, chez les champignons, c'est bien pire. Et c'est vrai que les noms latins, pourquoi les noms latins ? Parce qu'ils n'ont pas de nom vernaculaire. Absolument. Ils n'ont pas été surnommés. Donc, Batraco, Chytridium, Dendrobatidis, il faut se les retenir. Parce que des fois, c'est pas le plus difficile. Et c'est vrai que c'est très difficile quand on parle avec des fois un mycologue où vraiment,
il ne se réfère qu'au latin. Et c'est vrai que si on a fait grec et latin, c'est très pratique parce que souvent, Saccharomyces, ça veut juste dire la levure du sucre en réalité. Donc ça m'a rappelé mes lettres classiques, mais j'ai quand même été obligé d'aller voir. Ah oui, parce qu'il y a des fois, ils mélangent le grec et le latin. Gaffio, par exemple. Une autre question peut-être, alors dans une période où nous assistons au réchauffement climatique, par exemple, qu'est-ce que ça signifie pour toutes ces espèces que vous avez évoquées? Est-ce qu'on va vers de grandes mutations ou pas? Est-ce qu'on peut... Alors, je ne vais pas vous demander de lire dans le manque de café, mais... Mais on peut donner déjà des évidences. Alors, il y a des espèces, bien sûr, qui vont disparaître. Ça, c'est clair, parce qu'il y a des champignons. En effet, il y a des champignons qui sont opportunistes, qui vivent dans n'importe quel endroit. Mais vos petits champignons comestibles, eux, ils ne pourront peut-être pas s'adapter à certaines chaleurs, parce que les champignons, ils sont vraiment c'est ce qu'on appelle des mésophiles, donc entre 25 et 30 degrés. Et après, quand on monte la température, on perd à chaque fois 6% des espèces, à chaque degré qu'on remonte. Mais il y a certaines espèces, par contre, qui sont des champions de l'adaptation. Et récemment, dans les hôpitaux, on a vu arriver une nouvelle levure qui s'appelle Candida auris, qui est très proche de Candida albicans, qui crée des candidoses invasives. C'est-à-dire que si vous attrapez cette levure et que vous êtes immunodéprimé, le pourcentage de mortalité est autour de 70%. Et c'est des champignons qui résistent aux antifongiques, qui résistent aux produits de nettoyage, qui peuvent survivre sur des poignées de porte, qui peuvent être sur la peau et donc contaminés par toucher, puisqu'ils peuvent survivre pendant 2 semaines sur la peau. Donc c'est un vrai problème. Et ce champignon, il est lié au réchauffement climatique parce qu'il s'est adapté à notre température à cause du réchauffement climatique, parce que son milieu d'origine la température a beaucoup augmenté, et c'est ainsi que les gens l'ont attrapé. Et puis on l'a retrouvé dans 60 pays maintenant. Et donc, par exemple, aux États-Unis, il y a eu plus de 4000 décès l'année dernière liés à ce nouveau champignon. Il vient juste d'émerger. Donc, on a un petit peu peur, en effet, que ça vienne contaminer. Donc, il y a des champignons qui vont s'adapter. Nous, on est parasité par à peu près 600 espèces de champignons différentes. 600, ça ne fait pas beaucoup sur 5 millions. Donc, ce serait bien qu'on reste à 600. Mais pareil, il y a des mycoses de peau. Vous connaissez peut-être la teigne. Alors, les gens sont la teigne. Une personne sur 3 a eu la teigne dans sa vie, donc il ne faut pas être honteux. Même moi, je l'ai déjà eu. Tinea corporis, c'est ces petits grains, ces petits ronds là. Et ils en ont trouvé un nouveau maintenant, champignon responsable de ces Tinea en Inde, qui résiste aux antifongiques et qui font des infections de peau bien plus graves. Donc, en effet, le réchauffement climatique, ça va être bon pour certains champignons et très mauvais pour d'autres, mais ça va être surtout très mauvais pour nous. Et ça, on l'oublie. On va pouvoir continuer à en cueillir quand même. Oui, j'espère bien. Mais c'est surtout de voir en fait le lien. Par exemple, quand les grenouilles ont commencé à disparaître, qu'est-ce qu'on a vu remonter? Les moustiques, parce que les grenouilles mangeaient les moustiques. Et qu'est-ce qu'on a vu remonter? La malaria. Et donc en fait, à chaque fois, il faut imaginer que c'est le système qu'on appelle One Health. La santé des autres nous affecte à nous. Il ne faut pas croire qu'on est complètement détaché de la nature parce qu'on est en ville, etc. Pas du tout. Et est-ce que la recherche aujourd'hui autour des champignons, par exemple, a une place importante ou pas du tout? Pas du tout. Ils estiment que les champignons sont responsables de 15% des morts, des maladies infectieuses, et ils reçoivent 1% du budget contre les maladies infectieuses. Donc, ce n'est pas du tout corrélé à l'importance qu'ils ont dans les hôpitaux, parce que les champignons, ça intéresse très peu de monde. Alors, vous allez avoir des petits drapeaux pour certaines maladies, mais jamais personne ne va porter un petit drapeau pour les infections fongiques, même s'ils tuent 2 millions de personnes par an. Et les champignons, les gens ont déjà un réflexe qui est un peu comme ça, la plupart du temps. Et il y a peu de mycologues. Pourquoi il y a peu de mycologues? Parce qu'on en recrute très peu. Et c'est un problème. Il y a plein de gens maintenant qui ne savent plus du tout reconnaître des champignons dans la nature. Absolument. Et c'est pareil pour les insectes, mais c'est vraiment dramatique dans le milieu de la mycologie, et il faut absolument qu'on réinvestisse dans ces thématiques-là, parce que ce n'est pas des thématiques qui sont mortes, même si on a l'impression, quand on travaille sur les champignons, c'est un peu old school, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc travaillez sur les champignons, les jeunes. Bien. Eh bien, écoutez, c'est à vous de prendre la parole. Il suffira de lever le doigt et je ferai passer le micro. C'est très simple. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation toujours aussi passionnante. Tu parlais tout à l'heure de l'adaptation des champignons au réchauffement climatique. Et dans la série The Last of Us, l'explication qu'on découvre au tout début de la série, c'est justement que le champignon cordyceps s'est adapté et peut résister donc à la température du corps humain
Sans parler de tout ce qu'il y a derrière, qui, comme tu l'as dit, n'est pas très réaliste, mais est-ce que cette adaptation du champignon cordyceps est envisageable à l'avenir et qui ferait qu'il pourrait nous parasiter, nous humains? Non, cordyceps, il y a zéro, c'est complètement improbable, il ne pourra pas nous parasiter parce que au-delà de la température, il peut s'adapter. Par contre, il pourrait nous parasiter, prendre la peau, mais il ne pourrait pas nous manipuler notre comportement parce que pour cela, il faudrait des milliers de mutations. Et les mutations de l'ADN, elles sont rarement positives finalement. Et donc j'aime bien cette métaphore, c'est comme si on appuyait 3000 fois sur des touches de piano et en espérant faire du Mozart au hasard. Ça existe, c'est probable, mais c'est la probabilité toute petite. Mais nous, on a plus à craindre des champignons comme des petites levures que d'un cordyceps. Donc, lié au réchauffement climatique, on a vraiment à craindre de ces petits champignons qui sont très opportunistes et aussi ceux qu'on appelle les aspergillus, qu'on respire tous les jours, qui peuvent créer des aspergilloses invasives dans les poumons pour les asthmatiques, etc. Moi, j'aurais plus peur de ces champignons-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe que 3 familles d'antifongiques actuellement. Et ces 3 antifongiques, ils sont aussi utilisés dans l'agriculture. Et donc récemment, on s'est aperçu que les champignons que contractaient les gens étaient déjà résistants aux antifongiques parce qu'ils avaient été adaptés sur le terrain. Et c'est en Hollande, ils se sont rendus compte de ça parce qu'ils avaient dans un hôpital des gens qui avaient des aspergilloses invasives et ils ne comprenaient pas, ils ne réagissaient pas aux médicaments. Et ils se sont dit, mais ce n'est pas possible, ces gens n'ont jamais pris ces médicaments-là, donc il n'y a pas de possibilité qu'il y ait des résistances. Et ils ont commencé à prendre des bouts de terre à l'extérieur de l'hôpital et ils ont trouvé cette souche résistante partout. Parce qu'en réalité, en Hollande, toutes les tulipes, elles sont baignées dans des azoles, c'est des antifongiques. Et c'est pour tuer un champignon qui s'appelle Botrytis, qui est responsable de la pourriture grise. Mais il y a d'autres champignons dans le sol, dont les aspergillus. Et donc les aspergillus qu'ils ont trouvés dans l'hôpital étaient déjà résistants à cause des antifongiques qu'on avait mis dans les tulipes. Et donc les gens ont déclaré et là, on ne peut rien faire parce qu'on n'a que 3 familles d'antifongiques. Si les 3, ça ne marche pas, il n'y a pas vraiment comme les antibiotiques. Déjà, on a un problème avec les antibiotiques, mais alors chez les antifongiques, c'est bien pire. J'allais demander si y a des champignons qui contaminent les animaux, pourquoi l'humain ne cherche pas des traitements ou des médicaments pour les soigner ? Ah oui, c'est vrai. Alors pourquoi on n'a pas... Alors, les animaux, souvent en plus, on peut contracter les mêmes infections qu'ils ont parce que souvent on attrape des infections en touchant des cochons d'Inde, des lapins. Par exemple, il y a un champignon qu'on récupère d'un lapin souvent et qui se met dans les yeux. C'est pas terrible. Et alors pourquoi on ne peut pas les soigner ? C'est la même raison que pour nous. Le problème, c'est comme je te disais, on est cousins des champignons. Et comme on est cousins des champignons, ce qui tue un champignon nous tue aussi. Donc c'est très difficile de développer des médicaments contre les champignons qui ne toucheraient pas nos cellules à nous. Et donc c'est pour ça qu'il en existe peu. C'est pas parce qu'on n'en a pas beaucoup, il y a beaucoup d'antifongiques, mais souvent ils tuent aussi nos cellules. Et donc on ne veut pas ça. Et donc la seule chose qui nous différencie des champignons, c'est qu'eux, ils ont une paroi. Et donc les antifongiques, ils attaquent la paroi, principalement. Et sinon, alors que par exemple, quand on a des bactéries, les antibiotiques, c'est plus facile parce qu'une bactérie, c'est très éloigné de nous. Donc on peut toucher plein de structures de la bactérie qui ne nous touchera pas à nous. Mais les champignons, on est trop proches. Finalement, d'être des cousins des champignons, ça ne nous arrange pas. Merci Audrey de ta présentation. On se posait la question, après tout ce que tu nous as dit, de pourquoi l'industrie pharmaceutique ne s'intéresse-t-elle pas aux champignons ? Alors, elle s'y intéresse, mais les champignons produisent surtout beaucoup de toxines, énormément de toxines, parce que comme ils mangent les choses qui sont à l'extérieur, nous, quand on mange, on garde notre nourriture à l'intérieur, et elle est pour nous. On n'a pas besoin de la défendre une fois qu'elle est dans l'estomac, elle est à nous, personne ne va nous la piquer. Le champignon, le fait qu'il digère à l'extérieur, il est obligé de monopoliser sa nourriture, et c'est pour ça qu'il balance plein de toxines. Et c'est pour ça que les céréales, des fois, sont contaminées, par exemple, avec l'aflatoxine, etc., qui crée des cancers. C'est parce qu'ils balancent beaucoup de toxines. Et après, ils se battent aussi beaucoup contre les bactéries. C'est comme ça pour la pénicilline. Mais finalement, on en a trouvé pour les bactéries. Et le peu d'antifongiques qu'on a, c'est aussi des champignons qui les produisent. Parce que les champignons, en fait, ils sont tout le temps en compétition, donc ils s'attaquent les uns les autres. Mais on n'a pas beaucoup... en fait, les gens... par exemple, la cyclosporine, c'est une molécule qui a permis la greffe des organes. En fait, la cyclosporine, c'est un immunodépresseur. Il a été trouvé chez des champignons. Et à l'époque, c'est l'ancienne filiale de Novartis, qui s'appelait Sandoz à l'époque. Ils envoyaient leurs chercheurs dans plein de pays et ils leur disaient « ramenez de la terre ». Et on va trouver des nouveaux champignons. Et ils sont tombés sur un petit parasite de scarabée.
qui produisait cette molécule et qui a sauvé plein de vies parce que ça a permis la greffe d'organes. Mais finalement, ce type de choses est plus trop fait maintenant d'envoyer les chercheurs. On aimerait, d'ailleurs, nous, chercheurs, aller récupérer, essayer de découvrir des nouvelles espèces. Mais je trouve que... Alors, c'est peut-être une vue que j'ai, moi, qui est peut-être mauvaise, mais j'ai moins l'impression maintenant qu'on découvre de nouvelles espèces, qu'on cherche à découvrir de nouvelles espèces. Et même dans les labos, on voit que les gens travaillent toujours sur des organismes qu'on appelle modèles, qui sont toujours les mêmes. Et chez les champignons, c'est la même chose. C'est une Penicillium, Neurospara, on trouve toujours les mêmes champignons. Et peu de gens s'intéressent à des champignons peu connus, alors que finalement, 90% ne sont pas connus. Donc 90% pourraient nous offrir des possibilités. Et c'est vrai que c'est peu développé. Et je ne saurais pas l'expliquer pourquoi. Peut-être parce que cette recherche est peu financée aussi. C'est ça, c'est un cercle vicieux, je crois. Et c'est vrai que nous, même à la fac, la mycologie, c'était un petit module en option, en biologie. C'était pas obligatoire. Oui, Madame Dussutour, c'est le héros de votre livre qui vous parle. Ah, ouais. Alors déjà, je tiens à témoigner, en effet, toutes les vacances que l'on prend, je pars faire du sport, du vélo, de la musique, elle écrit, quoi. Elle lit, elle écrit... Nos vacances ressemblent à ça, donc je tenais à lui donner le point. Et du coup, j'en viens à l'étape des grenouilles. Donc vous avez vu, je suis curieux, j'ai toujours des questions. Comment les grenouilles savent qu'il faut qu'elles aillent se mettre au chaud pour se protéger des champignons qui ne tolèrent pas la montée en température? Que ce soit le cas, c'est une chose, mais qu'est-ce qui fait qu'elles savent qu'il faut se protéger de ces champignons en allant se mettre au chaud? Alors, elles sont capables d'apprentissage. Et les gens ont montré que les grenouilles qui avaient déjà été infectées, par exemple, allaient éviter des endroits où elles avaient attrapé l'infection. Donc, je pense qu'elles sont capables d'apprécier, entre guillemets, le fait que ça va un petit peu mieux quand elles sont au soleil. Et donc, je pense qu'ils avaient montré comme ça, c'est un truc avec 2 compartiments. Et il y avait un endroit avec lequel elle était familière où elle avait été infectée et un endroit qu'elle ne connaissait pas. Et une grenouille naïve préfère son endroit familier. La grenouille qui a été infectée, elle va complètement l'éviter. Et donc, elle avait associé en fait cet endroit avec l'infection. Donc, je pense qu'elles savent aussi associer le fait d'aller un petit peu mieux avec le fait d'être au soleil. Bien, il ne nous reste plus qu'à remercier... Merci Audrey beaucoup. Dussutour. Vous remerciez à vous d'être venus nombreux. Appelez à lire et à faire lire donc Les champignons de l'Apocalypse, donc de Audrey. Savoir que vous pourrez retrouver cette conversation dans les podcasts d'Ombre Blanche. Donc n'hésitez pas à aller sur le site d'Ombre Blanche à la rubrique podcast. Et à ce propos, je voudrais remercier d'ailleurs nos amis de Radio, sans qui ces podcasts n'existeraient pas. Merci à toutes et à tous. Merci encore Audrey. Vous êtes à la disposition des lecteurs s'ils souhaitent faire dédicacer l'ouvrage. Et d'ici une prochaine rencontre, portez-vous bien. Merci beaucoup. Il s'agissait d'une rencontre avec la biologiste Audrey Dussutour, autrice du livre Les champignons de l'Apocalypse chez Grasset, à la librairie Ombre Blanche le 30 avril 2025. Audrey Dussutour a aussi fait paraître avec Simon Bailly Moi le Blob chez Human Science Éditions, avec Antoine Westrard L'Odyssée des fourmis chez Grasset, et Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander aux éditions J'ai lu. Réalisation et mise en onde Radio, en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.